Mon père parle yiddish, moi pas. Et après? Sous les petits arbres verts de Pologne, les petits Moïse et les petits Schleume ne jouent plus. Les petites Léa, les petites Sarah ne jouent plus non plus, ni dans l'herbe, ni dans la neige. Les petits arbres de Pologne sont tristes à présent. Les ruelles sont mortes, les maisons, les maisonnettes sont mortes. Et par les petits trous sortent les petits enfants comme des petites souris. Unter die polnische Grünige Bäume spielen sich mehr nicht keine Mäuscherlech Schleumerle. Spielen sich mehr nicht kein Leierlech Sorerlech, nicht auf kein Gräserlech, nicht auf keine Schneerlech. Sich schon mehr nicht die jüdische Stimmerlech, von dik und desimlech, Motterlech, Schieberlech. Mit die zerkrälte, zerdrapete Zurelech, von dem Beweisen, von derim und Gewurelech. Streuen ziehen die polnische Bäumerlech, teut seinen jüdische Heimat und Heimerlech, teut seinen Gässerlech, horcht die Heiserlech, wo es verstecken sich Kinder wie Meiserlech. Jüdische Kinder mit Größelech, schwarzer Soll mit Räucher verzeugen, egaler Fuhre mit Bachen verlaufen, unter dem Unglück dem Bräunem getroffene. Unter die polnische Grünige Bäumerlech spielen sich mehr nicht keine Mäuscherlech Schleimerlech. Spielen sich mehr nicht kein Leierlech Sorerlech, nicht auf keine Gräserlech, nicht auf keine Schneerlech. En écoutant Talila, quelque chose d'inattendu s'est mis à vibrer. Je ne sais quoi, à la fois très proche et très loin de moi. La révélation de quelque chose d'enfoui, quelque chose de fort, quelque chose d'inexpliqué. Un manque, un vide qui m'emplit tout entier. 18 in Dramelogen. Voilà. Oh là là. Oh là là, oh là là. Aïmo, ça va pas toujours. Tu voudrais donc faire partager l'émotion que tu as eue en entendant... Talila. Non, Non, mais non, pas en m'entendant moi, mais en entendant une chanson chantée en yiddish.
Oui. C'est ça que tu veux faire passer. Oui, mais c'est aussi... attends, c'est pas la première fois que j'entends chanter en yiddish non plus quand même. Ah. J'ai déjà entendu. Mais c'est ta Oui. façon, toi, de chanter, c'est ta façon à toi de raconter entre les chansons aussi. Non, c'est pas n'importe qui fait ça. Non, mais c'est que je peux pas rester indifférente à ce que je provoque chez certaines personnes. Et c'est vrai que souvent des gens viennent me parler après un spectacle. Et je suis sans voix, justement. Ça tombe bien parce que c'est après le spectacle. Oui, ça vaut mieux. Mais souvent, il y a une émotion qui m'étreint moi-même parce que ce qu'ils me disent est tellement plein de larmes, plein d'émotions, Enfin, il y a quelque chose de brisé qui s'exprime et forcément, je les rejoins. Donc, ce que tu me dis, ça m'émeut aussi beaucoup. J'ai pleuré en entendant Dalila chanter, car je ne savais pas qu'au tréfonds de moi, je devais avoir l'âme juive. Je ne savais pas ce que c'était, et je ne sais toujours pas d'ailleurs. Ma langue, bien sûr, c'est le français, puisque je suis née à Paris. Mais ma langue, c'est aussi le yiddish, puisque je suis née à Paris, dans une famille de juifs polonais, où on parlait le yiddish. Et sans doute que le premier mot que j'ai entendu quand j'étais toute petite, ça n'avait pas été un mot français, ça a été du yiddish. Le yiddish, c'est quoi? Le yiddish, c'est un genre de jargon entre l'allemand et puis toutes les autres langues ramassées. Voilà. Vous le parlez? Je vais vous montrer aussi que j'étais déporté. Ma carte de déportation. Voilà. J'étais déporté à Mauthausen. Quand on chante en yiddish, on fait passer autre chose. Et alors ça, c'est terrible parce que c'est pas ce que je voulais à l'origine. Et on se rend compte petit à petit qu'on est porteur, sans l'avoir fait exprès, enfin sans l'avoir voulu consciemment en tout cas, qu'on est porteur de quelque chose de terriblement émotionnant. Oui, c'est une histoire, une mémoire, un message, une transmission. La musique yiddish, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est une musique hypersensible. Mais vraiment d'une sensibilité à fleur de peau, comme un peu toutes les musiques des gens un peu opprimés, comme ça. Ça a développé chez ces peuples une espèce d'hypersensibilité qui en musique se traduit parfaitement. Le yiddish appartient à un courant de musique traditionnelle. Alors, dans toutes les musiques traditionnelles, quelles qu'elles soient, on va trouver des chansons qui expriment un côté triste, entre guillemets, un côté nostalgique. Et puis, on va trouver le contre-pied de cela. On va trouver des chansons gays qui peuvent parler de choses tristes et des chansons tristes qui parlent de choses gays. Et ça ne change pas d'une culture à l'autre. Évidemment, quand on regarde le XXe siècle et qu'on voit ce qui s'est passé pour les Juifs, on a tendance à se dire, effectivement, il y a beaucoup de choses atroces qui leur ont été faites. Et donc, leur musique va nécessairement refléter que des choses tristes, mais c'est absolument faux. Ich bin a Mame, sie sind mir nicht beschert, wie jede Mame, sein geliebt und geehrt. I feel the Mame,
Mame? Wer ist der Tate? Was? Ich bin die Tate. Mame, vieni qua, mame. Wer ist der? Non ascoltare i Wo ist tuoi, er? mame. Ti amo Verstehe ich tanto, gewohnt. sei, mame. Reden wir Jiddisch, Jiddisch. mame, Wer kennt mir Rosmania, Cholera? Blutski Rosmania. Bambino, bambino. Pour moi, le Yiddish folklorique au départ, de mélodie bien folklorique, c'est ça. Ça peut être composé, mais c'est du folklore. Ensuite, les Juifs ont passé, parce qu'ils ont passé l'histoire, et partout, ils sont restés des centaines d'années partout, ils ont pris des mélodies sur place. C'est complètement russe, donc juif russe. Ya baba, Schluff mein Kind, c'est toujours le même. Pourquoi donc juif russe? Parce que parce que les Russes, les Juifs en Russie, ils ont pris la musique russe, ils ont fait de sa musique juive. Oui. Ça veut dire sa mère. C'est possible qu'il lui a chanté Schluff mein Kind, ya baba, voilà, c'est possible. Est-ce que tu es prêt au scandale? Oui. Francis Lebach, à Paris. Tout à l'heure, je vous ai parlé de... Voilà, il est là. Il est évident, quand tu vois la comédie musicale américaine, pour moi, elle vient directement de la comédie musicale yiddish. Encore que le terme comédie musicale soit totalement inapproprié. Il y avait beaucoup de chansons dans les spectacles. C'est évident, enfin, quand tu vois le nom des compositeurs, ils ont pillé, il faut bien dire, le folklore yiddish, et s'en sont abondamment servis dans leur culture. It ain't necessarily so. Ya ba 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 ba. Non, mais ça, vous pouvez mettre Yababom partout. D'ailleurs, je crois qu'Yabishaf a fait une... Tu peux pas faire, excuse-moi, tu peux pas faire ya ba 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 et ba ba, tu peux pas faire ça. Si, vas-y, bien sûr, je peux le faire. A kalte Nacht, a nebelige Finstermetum. Steht ein Engel vertreuert und guckt sich herum. Von Regen schützt in der Wand a Kuschelhalter in Hand. Und seine Augen beten jeden stumm. Ich hab schon nicht kein Keuch mehr zu gehen in Gass. Hungrig und abgerissen von dem Regen nass. Ich schlepp herum sich von Beginnen, keiner geht nicht zu verdienen. Alle lachen, machen von mir Spaß. Kupitje, koje, Papyros, Trinken von Regen nicht vergossen. Koje billige Benemones, kauft und hat auf mir Rachmones, Ratevet von Hunger mich hat sie. Oh là là, me débarrasse du spiel. Oi, 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 Koivce, Papierossen, Trinkene von Regen nicht begossen. Koivce, Benemones, Koivce, Ot Rachmones, Rateveta, Jusem von Toi. Das gibt gut nicht zu spielen. Aber ich kann das sagen, du singst besser, wie du spielst. Die gehst mal so cool. Das ist, wendet sich in mir, ist geht. Das ist, die darfst mir geben, Teuge von Geburt. Si Talila n'existait pas, il manquerait une manière de savoir comment nous avons reçu la culture juive et ce qu'elle nous fait. Tous les ingrédients qu'on sent dans le spectacle de Talila, c'est-à-dire une certaine sensibilité, une certaine émotivité, mais un certain humour sur soi, sur les autres, une certaine même forme de méchanceté amusante, etc. Ça peut pas disparaître. C'est pas lié simplement à la langue yiddish.
Hein. Et la preuve, c'est que tout le monde le comprend, ça. Et donc, la Yiddishkeit, elle va se transmettre. Elle peut être perçue dans la musique, elle se transmettra par des gens qui ne parlent pas yiddish. L'esprit yiddish, la Yiddishkeit, donc c'est la culture, c'est les chansons, c'est la musique, c'est aussi le hareng gras, c'est quoi? Ça s'arrête où? Ah ben, il faut laisser les énigmes. C'est une énigme, la Yiddishkeit, justement. C'est une énigme et la réponse est dans la musique, hein, ou dans la littérature, dans Bashevis Singer, ou dans Talila. Mit amol geworden ist ich schwach und sehr krank. In meine Hände gestorben ist sie auf der Gassenbank. Und als ich hab sie verloren, hab ich Herzen gewollen. Soll der Teut scheune kommen noch zu mir. Ce que je trouve extraordinaire, d'abord c'est le pari de chanteurs yiddish aujourd'hui, est quand même quelque chose d'étrange sur lequel on doit s'interroger. Et par ailleurs, elle ne se contente pas de répéter des chansons que tout le monde connaît, qui font partie d'une espèce de folklore yiddish, ou même des chansons qui, sans être folkloriques, sont des chansons bien connues et classiques. Elle essaie d'innover. Elle prend des textes de poètes, comme Menger, elle les chante, elle donne à entendre la poésie juive, yiddish, et elle essaie vraiment d'innover, donc de créer dans cette langue que plus beaucoup de personnes comprennent. Was gefällt dir nicht? Sie gefällt mir, da kenne ich schon. Hast du noch einmal spielen mit mir? Ja, gut, noch zwei. Was geht nach dir? Na, Noch einmal aus der spielen. geht dir gut. Ich kenne dich nicht mehr. Les Juifs qui ont émigré en France font un mélange. Les Juifs de langue yiddish font un mélange savoureux du yiddish et du français. Ich will dir so umfranche, ich mach mir je m'en fous. Les piles radiki, c'est du yiddish au français. C'est descendu jusqu'à la station de métro Barbès Rosh Hashanah. Mais oui. Après, je l'ai changé. La rue Kaltezokn, tu La rue connais? Kaltezokn, et puis à Rome Shabbos Stapel. Mon père ne parlait C'est que Renaissance. comme ça. Oui. Oui, ce que j'entends T'as fait aussi. tous les trucs, oui. Je suis allé à Bvat de nuit, à Whisky à Gogoy. À Gougou. Oui, c'est la petite boîte en meurtre et Schlemazel. C'est vrai que moi, à un moment, je me suis dit, c'est terrible de penser qu'un jour, plus personne ne parlera yiddish. Parce que c'est un créole fabuleux, quand même. C'est une langue fabuleuse. C'est une langue... je veux dire, t'as l'impression qu'ils ont pris dans chaque langue ce qui les arrangeait, quoi. Je veux dire, c'est une langue hyper vivante, musicalement. Elle exprime bien les trucs. Comme les insultes en russe expriment bien quand tu fais... Tu vois, ça dégage bien les sinus, quoi. Ici, on est dans un des derniers journaux yiddish de Paris. La vie et la culture yiddish a été importante avant guerre. Après la Shoah, il y a eu des tentatives de reconstruire une culture et une vie autour du yiddish à Paris. Mais il faut dire que maintenant, en raison de l'assimilation linguistique, de la transformation de la communauté, de la perte d'influence des langues juives, la part du yiddish dans la vie juive en France est de plus en plus ténue. Quel est le vrai yiddish? Bon, ça dépend de l'origine de la personne à qui vous pouvez demander ça. Donc, un juif varsovien vous dira que c'est le juif de Varsovie, un juif lituanien vous dira que c'est le yiddish de Vilno, un juif de Galicie vous dira que c'est le yiddish de Galicie. Enfin, il n'y a pas un vrai yiddish, il y a une pluralité de dialectes donc, qui correspondent aux langues que les Juifs ont créées donc, dans les différentes communautés où ils ont vécu. C'est une langue ou c'est un dialecte? C'est une langue, en ce sens qu'elle porte toute une société, on peut dire même toute une civilisation. Elle exprime tous les registres possibles, aussi bien religieux, profanes. Aujourd'hui, à quoi ça sert de préserver le yiddish? C'est uniquement pour la mémoire?
c'est pour la mémoire, mais c'est aussi un vecteur de tous les aspects fondamentaux de la vie, de la culture juive. Oi, wei, lass mir singen, la 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 la. Na 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 na. Ay ay na 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 da 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 oi oi. Ya ba 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 ba. Na da 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 na. kirchlich, hein? Ah ben nous parlons le judéo-alsacien. Judéo-alsacien. Le judéo-alsacien, qu'on avait l'habitude de parler. Comme nos grands-pères, nos grands-parents. C'est pas la même chose. Malheureusement, c'est une langue qui se perd de plus en plus. Et surtout ici en ville, encore en Alsace, dans les villages, on arrive à trouver des gens qui parlent. La présence des Juifs est attestée ici en Alsace depuis le XIe siècle. Donc c'est pratiquement la plus ancienne communauté juive de France. Et la langue des Juifs d'Alsace est effectivement tout à fait le judéo-alsacien et le Yiddish-Deutsch. Judéo-alsacien et Yiddish-Deutsch est une langue tout à fait spécifique parce que c'est certainement la première langue yiddish, c'est à coup sûr la première langue yiddish qui s'est constituée en Europe. Et elle va ici s'enrichir de mots romans et de mots alémaniques. Et puis, par la suite, les itinéraires historiques vont être différents. Et en Europe de l'Est, elle va s'enrichir, cette langue, de mots slaves, et puis de toute la création extrêmement riche d'une littérature, d'une communauté qui vit quand même fortement en Europe de l'Est, repliée sur elle-même, alors qu'ici, elle va progressivement s'ouvrir à l'entourage, et elle va perdre un peu sa spécificité. Ein alter Ried soll gehen mit ihm sich schlagen. Sie haben den Koyach, meine alte Fies, a Salobus noch zu jagen. Der Riker ist, als Esther ist mit Masel die Malke geworden und gejarschten die Kräun von Vashti mit dem Horn. Dans la langue yiddish, il y a une certaine musicalité très spécifique qui amène une gestuelle très spécifique aussi, qui est la gestuelle juive de parler avec les mains, de hausser les épaules, d'être rétréci, parce que dans les ghettos, on ne pouvait pas, c'était pas, disons, une gestuelle ouverte et ample comme ça, qu'on peut voir par exemple chez les Russes, dans les steppes ou chez les Japonais, comme ça. Non, c'est une gestuelle beaucoup plus rétrécie, qui appartient justement à des petites ruelles comme ça. Et les gens qui parlent entre eux, en secret des fois, parce qu'il ne faut pas qu'on les entende. Le plus important, c'était de parler yiddish à haute voix. Ah oui. Ça veut dire sur une scène. Et c'est pour ça que je faisais partie du début du théâtre yiddish en Israël. Et ça faisait sortir de moi certains sentiments. Je peux sentir plein de choses, même en parlant anglais ou français, etc. Mais le yiddish, c'était une corde dans mes sentiments qui n'a pas été touchée pendant, disons, environ 20 ans. Et quand j'ai commencé à la toucher à travers le souffle, ma voix, elle a éveillé dans moi une harmonie qui était incomplète par rapport à mon être. Et je me sens mieux quand je peux parler cette langue sans avoir peur, sans avoir honte, sans penser que c'est n'importe quoi. Pourquoi tu parles de peur et de honte? Parce qu'en Israël, c'était une langue qui appartenait à la Shoah, qui appartenait à ces gens qui ont été assassinés, qui se laissaient faire, etc. Et dans un pays où l'héroïsme était le plus important, la guerre, c'était une langue rejetée. Jérusalem, Yerushalayim. J'aimerais être une colombe pour m'envoler vers toi, me coucher dans ta poussière et embrasser tes pierres. Je ne sais pas ce que c'est qu'être juif. C'est en moi, mais je ne sais pas ce que c'est. En Israël, personne ne se pose le problème. Ils sont israéliens avant tout. Moi, je suis français. J'ai rencontré là-bas une partie de ma famille qui a immigré, une famille juive polonaise. Comment les juifs qui ont fait le retour à la terre promise perçoivent-ils cette langue du souvenir? Et quelle est la place du Yiddish en Israël? I heard Yiddish since I was young.
And somehow I learned and I understand Yiddish, but I don't like to talk Yiddish because it's not a language that I learned, and I mix everything, Yiddish and English and Hebrew, and everything is being mixed when I'm trying to speak Yiddish. צריך שני צדדים בשביל לשוחח, זאת אומרת, שיחה היא לפחות מינימום בין שני אנשים. ועל מנת שתהיה שיחה, שני אנשים צריכים לדעת יידיש. היום במדינה שלנו, בישראל, ואפילו בעולם, דוברי היידיש מספרם הולך ופוחת. זה לא מצב שמלמדים יידיש או שאנשים חיים עם היידיש ביום-יום. ביום-יום מדברים בישראל עברית, רוב האנשים, וסך הכל מסתכלים על שפות אחרות, על שפות בינלאומיות לתקשורת עם אנשים אחרים, על שפות כמו צרפתית או אנגלית. והיידיש זה איזושהי שפה של ההיסטוריה של העם היהודי, שהולכת לדעתי ונעלמת, ובסופו של דבר, חוץ מאשר במקומות מאוד מיוחדים, כמו במאה שערים אצל הדתיים, שהם עדיין ממשיכים עם השפה הזאת. זה לא לגמרי אמת. יש פה כמה בתי ספר יסודיים, אתה יודע מה זה בית ספר יסודי? שלומדים יידיש על ידי. יש בית ספר ועוד בית ספר, יש קתדרות ליידיש באוניברסיטאות, ועכשיו דווקא מתחילים להתעניין בשפה יידיש. הרבה. אני לא משוכנעת, זאת אומרת, אני משוכנעת שאפשר לשמר את השפה, אבל לא להעביר את הטעם של השפה כפי שדיברו אותה היהודים בפולין, ועם כל המשמעויות שלה, ועם כל וההומור במיוחד. כלומר, אפשר ללמוד את המילים, אפשר ללמד ילדים לדבר, אבל קשה להעביר את הנשמה של השפה, מי שלא שמע אותה ולא חי אותה. Puisque on est là depuis une semaine et qu'on fait un spectacle en yiddish en Israël, ce qui ne nous était jamais arrivé jusqu'à présent. Les réactions d'avant-spectacle, c'est « Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette langue de vieux, c'est ringard, c'est vraiment une langue pour vieux et une langue de vieux et on ne veut pas savoir... » Bon, je ne parle pas des très âgés pour qui le yiddish est quelque chose de naturel, mais pour ceux justement pour qui ça ne l'est pas. Et les jeunes, alors là, c'est une évidence. Ils n'en ont rien à faire du yiddish. C'est vraiment un truc pour vieux. Il y a l'oncle Moïse qui vient d'Amérique, dans un kibbutz, pour voir son petit-fils qu'il n'a jamais vu. Alors, il lui parle dans un hébreu de Pologne, qui sait vraiment. Il lui demande alors, explique-moi comment on vit dans le kibbutz. Alors, le petit qui a, je sais pas, 6 ans, 8 ans, c'est ce que vous voulez, dit, bah, on y est, après on va au jardin d'enfants, après on va à l'école, après on va à l'armée, après on se marie, et on travaille, après on a des enfants, et après on devient vieux, après on parle yiddish, et après on meurt. Voilà. C'est exactement ça. Gut, Yiddish ist untergedrückt geworden במשך צנדליקר Jahren in Israel, weil das ist gewesen ein ideologischer Beschluss. Als Yiddish ist eine alte Sprache, das gehört nicht zu dem Ort. Ivrit gehört ja zu dem Ort, Yiddish nicht. Yiddish und die jiddische Kultur entwickelt sich schon 1000 Jahre. Ohne der Kultur hat keine Möglichkeit, hat keine Sinn nicht zu bauen eine hebräische, israelische Kultur. Es ist unmöglich. Dürfen sein politische, ideologische, philosophische Beschlüsse, prinzipielle. Als Yiddish ist gut für Israel, als Yiddish ist gut für Ivrit, als Yiddish ist gut für die Kultur. Und ich kämpfe, das soll geschehen. Das Parlament in Israel soll jetzt annehmen, und das ist in der Porchadoshim, wird annehmen ein Gesetz,
zu schaffen eine Körperschaft, eine meluchische Körperschaft, was geht sich auch mit Yiddish. Quelle raison j'aurais moins d'apprendre le yiddish? Dafür sich aus dem Yiddish. Du darfst der Entfer ist, proof, wirst du sehen. La réponse c'est essaye, tu verras. Wenn du lernst ein Yiddish Wort, Quand tu apprends un mot yiddish, du deklarierst, tu déclares. Wir leben weiter, nicht bloß du. Die alle Millionen leben weiter. 5 millions, il vit encore. Ça continue. Sehr Kultur, sehr Psychologie. Sie leben durch dir, durch den Wort, was du hast gelernt. Ils vivent à travers ce mot que tu peux apprendre. Mais ici, on était honteux de le parler. Alors qu'à Paris, on n'était pas honteux. On était seulement à moitié honteux. À moitié. Non, les parents même. Ah, mais oui, mais les parents même parlaient le yiddish à l'intérieur des appartements. Voilà, alors en Israël, c'est encore pire. On parlait seulement quand personne vous entendait. Oui. C'est au moins les sionistes. Et c'est certain qu'ils disaient à leurs enfants, ou ils disaient sans le dire, c'est clair aux enfants que ce n'est pas la peine d'apprendre cette langue. On exige l'apprentissage de la langue jusqu'à un niveau passif, c'est-à-dire pour pouvoir lire à l'aide d'un dictionnaire un texte. C'est presque comme le latin. C'est ce que. Donc en fait, ici, sans vouloir tirer de conclusion, on a plutôt la tendance à apprendre le yiddish comme une langue morte. Oui. Et ça a commencé dans les années 50, quand on a créé le premier département de yiddish. Et c'était une politique tout à fait consciente. C'est tout simplement, avec le yiddish, c'est pas possible de donner une sorte de proximité, de familiarité sans la parler. C'est pas possible. On n'a pas ça. Des gens, peut-être des gens justement comme Talila, qui ont vécu dans une famille yiddish. Elle a reçu cette familiarité. Il y a des gens qui viennent à l'université, qui n'ont pas des parents yiddishophones. Comment vous voulez leur donner quelque chose sans qu'ils parlent, sans qu'ils s'entendent? Et le problème, c'est que d'où est-ce que vous prendrez la prochaine génération d'enseignants? Parce qu'en Argentine, il n'y a plus d'école juive, on ne fait que du yiddish. C'est fini là-bas aussi. La Pologne, peut-être les Goy de Pologne ou d'Allemagne, moi je ne sais pas. De Mulhouse. De Mulhouse, voilà, c'est ça. Il y a quand même des enseignants, effectivement, qui ont la vocation, tout d'un coup, qui trouvent ça intéressant et qui vont se mettre à l'apprendre, comme effectivement Astrid Stark à Mulhouse. Wir wollen ein bisschen schreiben auf den Tafel. Was tut sich da im Text? Efter Nora, willst du kommen und schreiben ein bisschen auf den Tafel? Ja, wird man schreiben als... Purim ist ein Freilehrer Jontef. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Men soll umbringen alle Jiden. Araschweirisch hat gehad a jiddische Malke Esther. Men hat aufgehangen Homenen und die Jiden von Persien seien geblieben leben. Der Meiler lebt nicht einer allein, hat auch Freu. Und die Freu von dem Meiler ist die Malke. Sehr richtig. Die Malke, ja. C'est en même temps un moyen de comparer deux cultures. Deux cultures? Oui, parce que je suis chrétienne, alors ça me permet de voir de deux façons le monde. Moi, je suis protestante et de tout temps, j'ai entendu dire que le peuple juif était le peuple élu de Dieu. Donc la présence des Juifs en Alsace, pour moi, fait partie de ma culture, enfin de mon passé. Donc apprendre leur langue... Oui. Pour moi, l'hébreu, c'est plutôt la langue d'Israël, alors que le yiddish rallie quand même toute la communauté juive, qu'elle se trouve en Argentine, en France ou ailleurs. En parlant yiddish, les gens se comprennent entre eux. Je suis musulmane. C'est curieux pour les musulmanes d'apprendre le yiddish, non? Oui. Oui. On est choqués. C'est vrai? Oui. Qui est choqué? Mes amies. Quand je leur dis que j'apprends le yiddish, elles sont toutes choquées. C'est vrai? Elles me demandent si mes parents me tolèrent cela. Puis je dis ben oui.
C'est une langue comme une autre. Et vous parlez ensemble à la maison? Le yiddish? Oui. Ah non. Pas encore? Non, pas encore. Mais vous aimeriez bien? Comment? Vous aimeriez? Je sais pas, c'est pas notre culture. Ouais, moi j'aimerais bien. Ça me dérangerait pas. Oui. Ouais. Vous parlez l'arabe? Oui. Oui. Et écrivez aussi? Non. Non. Et vous écrivez le yiddish? Oui. Je vais m'y mettre. À l'arabe? Oui. Oui. On ne l'apprend pas ici comme une langue morte, si vous voulez. Voyez? Rien que le fait déjà de faire venir des yiddishophones, dont ça a été la langue maternelle, dans laquelle ils s'expriment, je crois que ça montre justement que c'est pas une langue morte. Enfin. Oui, mais ça peut durer combien de temps, ça, encore? Eh bien, ça durera le temps que ça durera. Je veux dire, on ne pourra pas faire de miracle. Qu'est-ce qui, entre le yiddish slave, enfin oriental, et le yiddish alsacien, quel est celui qui a une chance d'exister encore dans 100 ans? Ah, dans 100 ans. Bah, écoutez, je pense que le yiddish oriental durera plus longtemps que le yiddish alsacien, parce que l'évolution n'a pas été la même. C'est-à-dire que pendant qu'en Pologne et en Russie, la littérature se développait, ça a décliné ici. Gelosen am Amen, allein in der Heim, a stiebelt verlatet mit treuer Ueheim. Weilu, fort, wo a Stern und werde bald verbrennt. Ich hab in a Stern mein Leben erkennt. Mais nous, malheureusement, quand on chante yiddish, il n'y a pas simplement la musique, il y a aussi, et on revient au problème de la langue, il y a aussi qu'on exprime quelque chose dans cette langue, qu'est le yiddish. Alors? Eh bien, oui, ça gêne. Les paroles gênent. La personne qui est en train de dire ces paroles gêne, oui. Je crois qu'elle gêne. Qu'est-ce qui fait peur? Ça, je ne sais pas. T'as un peuple qui a été pratiquement exterminé, je veux dire une culture décimée, et puis il y a encore quelques tordus qui essayent de, essayent de faire survivre l'histoire. Et je sais pas, l'éclairisme ça fait peur, la guerre ça fait peur, et c'est très symbolique de ça. Peut-être. Mais il y a quelque chose aussi de pénible à manipuler la langue, dans la mesure où elle reste inconsciemment associée aux images de mort. Un peu comme si le yiddish ne pouvait plus sortir d'une espèce de glu de mort qui l'ensevelissait. Et quel que soit les thèmes abordés. Et quel que soit un peu très rigolo, ça n'a rien à voir, c'est quelque chose qui plonge ses racines dans un traumatisme qui ne peut pas être dépassé. Tout le monde peut-être ici ne comprend pas, mais nous savons que dans les camps, dans les ghettos de Pologne notamment, c'était la langue quotidienne de ces juifs qui ont disparu à jamais. Alors nous allons entendre Talela interpréter des chants qui parlent de cette époque, qui nous transmettent cette émotion, mais également un reflet du courage qui animait ces juifs face au défi le plus exceptionnel de l'histoire, qui s'appelait la Shoah. Ce chant a été composé, ce poème plutôt a été écrit par Hirsch Glick, né à Vilno en 1922 et mort en combattant en Estonie en 1944. Ce chant devint l'hymne de l'organisation armée de la résistance juive dans le ghetto de Vilno, dans le ghetto de Varsovie, pour toute la résistance juive. Sag nicht einmal, als du gehst den letzten Weg. Gott schimmeln bleien, verstellen Beute. Kommen wird noch unser ausgebänkte Show. Das Wetter beut und unser Trott mir seinen Tod.
einem Palmenland bis weißen Land von Schnee. Wir kommen an mit unser Bein, mit unser Weg. Und wo Gefahr uns dieser Spritz von unser Blut, sprotzen wird dort unser Gure, unser Mut. Und wo Gefahr uns dieser Spritz von unser Blut, sprotzen wird dort unser Gure, unser Mut. Le fait de préserver le yiddish comme langue de la mémoire n'est pas justement lié à la mémoire de la Shoah précisément. Actuellement, elle l'est. Mais en même temps, pour ceux qui cherchent à la préserver, c'est pour justement ne pas donner cette ultime victoire, en fait, au génocide, d'avoir définitivement détruit la langue et définitivement effacé ce qu'elle représentait. Ce n'était pas du tout un peuple qui était, ou une langue qui était moribonde, qui disparaissait. C'est vraiment en plein envol, en pleine éclosion, en pleine créativité que ce peuple a été exterminé, et la langue et la culture dans laquelle il s'exprimait ont été exterminés. La littérature yiddish devenait l'espèce d'écho sonore de l'ensemble de ce que faisait la modernité européenne, le transmutait à sa manière et créait des œuvres qui étaient expressionnistes, futuristes, surréalistes. Et c'est à ce moment-là que cela a été, éradiqué, que cela a été anéanti, que ça a été aboli. Et de cela, je pense qu'aucun peuple, qu'aucune langue ne peut se remettre. Et je pense, c'est possible que le monde, globalement, veuille oublier parce que finalement l'histoire des peuples exterminés, probablement, intéresse essentiellement les peuples exterminés eux-mêmes et que les autres préfèrent oublier, refouler et faire comme si ça n'avait jamais été, parce que les responsabilités sont évidemment partout. أنا نمشي جلنتي Pour fois, een moeder te maken in de koet. Je loopt de koet als een glimmer alleen de koet. Maar dan de koet. Il faut quand même un peu voir l'ampleur de la chose, l'ampleur de la perte. J'ai compté que du côté de mon père et de ma mère, puisque j'ai fait une enquête généalogique et un travail de recherche, il y a 52 personnes dans la famille qui ont disparu. Ben, quand on est les enfants de gens qui ont subi une telle perte, ou bien on donne dans la psychose tout de suite, il y a quand même quelques cas, ou bien on s'en sort, mais on s'en sort au prix, sans doute dans un premier temps, qui ne reste pas définitif, d'un refoulement total. C'est-à-dire vraiment, je n'en veux plus rien savoir de tout ça, je ne veux même pas écouter un récit, je ne veux même plus entendre parler de la Pologne, d'Auschwitz, ras-le-bol. Et puis aussi, vivons, parce que on ne va pas vivre à Auschwitz tous les matins par le souvenir et par le récit. Il y a quand même besoin de respirer, donc il y a eu tendance à refouler, à ne pas raconter, et ça passe quand même. Quelque chose passe au niveau de la perte, au niveau du silence, au niveau de la quête. On peut transmettre ces traumatismes à ses enfants ou à ses petits-enfants. On peut aussi transmettre, même si rien n'est dit, une espèce de volonté de savoir. Et on s'aperçoit que les petits-enfants de ceux qui ont connu la guerre sont très désireux de connaître, pas forcément d'apprendre le yiddish, n'idéalisons pas, mais de comprendre d'abord ce qui s'est passé pendant la guerre, mais aussi l'avant de la guerre, c'est-à-dire c'était quoi cette vie juive en Pologne ou en Russie, alors qu'on leur a rien dit, alors qu'on était dans l'assimilation pour la deuxième génération, il fallait rattraper le temps perdu. Les petits-enfants reviennent à la culture juive, au yiddish. Et pourquoi? Je ne sais pas. Pas nos enfants, nos petits-enfants. Ils veulent, ils ont, comment dirais-je, c'est dans le sang.
Ils veulent savoir par leurs grands-parents qui parlaient yiddish. Par exemple, hier, il y avait ces fameux films à la télévision. Très ému, les enfants, mon gendre, tout le monde pleurait, naturellement, de voir. Et ils me regardaient. Mais ma petite fille me regardait. Papy, qu'est-ce que c'est le numéro que tu as là, papy? Papy, les méchants messieurs, le papy. Ils ont fait du mal à papy. Quel âge elle a 4 ans. Glück, du bist gekommen zu mir, aber ein bisschen zu spät. Glück, du hast sie genommen und verschafft mein Herz so viel Freude. Ich will jetzt gar nicht klären, was der Morgen wird bringen von mir. Also leg ich auf und schein Moment und das Glück jetzt in meine Hand und ich tanz den letzten Tanz mit dir. Le yiddish et la culture yiddish en tant que langue et cultures exterminées a une existence souterraine, est un petit peu comme le dibouk de la légende. La jeune fille, au moment d'épouser quelqu'un d'autre que celui auquel elle était promise, commence à parler avec la voix de son promis disparu. Eh bien, je crois qu'il se passe un petit peu la même chose pour la langue yiddish. C'est-à-dire qu'elle vient prendre possession des créateurs juifs de langues diverses, que ce soit l'anglais, le français, l'allemand ou autre, parce que les juifs s'expriment, encore une fois, dans toutes les langues du monde. Est-ce que toi, dans ta création, tu te sens influencé par le yiddish? Bah écoute, quand tu m'as posé la question l'autre fois, je veux dire que je me la posais depuis très très peu de temps. C'est-à-dire que moi j'ai eu l'impression quand j'écrivais, bon j'ai d'abord écrit en anglais, hein. C'est vrai qu'après j'ai écrit en français, et que les premiers temps, j'écrivais en version originale sous-titrée. C'est-à-dire que je croyais avoir des phrasés anglo-saxons qui me tournaient dans la tête. Et puis je me suis aperçu avec le temps que sur certaines chansons, il y avait vraiment des phrasés russes et même des phrasés yiddish qui étaient très très importants. Par exemple, une chanson comme Alkaline que je fais avec Bachung, c'est évident que le russe, phrasé comme le tzigane, a été très très important. Puis je me suis aperçu que, peut-être pas au niveau de la langue, au niveau des sons, j'ai jamais essayé de récupérer le yiddish en français, mais au niveau du phrasé, au niveau des pauses, il est évident que cette espèce d'attitude, tu vois, toujours de retrait, tu vois, de timidité, à la fois de chutzpah, de culot énorme qu'on peut avoir chez nous, parce qu'on n'a rien à perdre quelquefois, a été très très présent dans ma création. Et c'est évident que pour moi, je sais que quand je l'écris, j'ai fait ça. D'ailleurs, il y a une version yiddish que je vous chanterai, mais hors caméra. Toi, tu me la referas pas, là, celle-là. Krankheit der Liebe ist wie die Krankheit der Liebe. Alles Schabes ist so, es wird zweite Mal. Oi, Krankheit der Liebe. Et Gabi, c'était devenu oh Rothschild, oh Rothschild. Ich hab gar nicht rot so viel. Gabi, Amélion de l'Aïd, oh Rothschild, oh Rothschild. Non, ça c'était les plaisanteries, mais et là où j'ai eu vraiment, enfin c'est toujours subconscient ou inconscient. J'ai pas cherché à me dire tiens, je vais essayer de. C'est pas une recherche. C'est pas une recherche, c'est automatiquement. Mais c'est évident que dans une chanson que j'ai faite encore avec l'Alsacien Alain Bachung, c'est évident qu'une chanson comme Si tu me quittes, est-ce que je peux venir aussi? C'est vraiment une phrase, pour moi, qui vient directement de mes racines juives, tu vois. Si tu me quittes, Moïchele, Yankele, est-ce que je peux venir aussi? Pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Donc, il est évident que je suis ce que je suis, tu vois, fils d'Esther et Jacob Bergman, et que ce bagage-là, je l'ai dans mon écriture et je m'en sers, quoi. Mit dir, Liebe, spiel ich, und ich bin voll mit Freude. Und doch ständig fühl ich, wir werden sein so schön. Ich halte sich hinein schrecken, mein Herz ist voll mit Pein. Als ich will sich euch wecken, und du wirst mir nicht sein. Dann sitz ich in a Winkel und ich und der Refrain, meine Liebe, gedenkt. Souhaitons aux autres ce qu'ils nous souhaitent. Wie mein Herz. Non, mais moi, j'ai plus rien à dire. T'allais dire un truc vraiment important. Si. Non, sur le ghetto. Non. T'allais dire un truc sur le ghetto, faut que tu le dises. Voilà. Ça va te peser. Le ghetto moderne,
commence avec le désir d'enfermement, c'est-à-dire de nous enfermer à l'intérieur de limites passéistes. Et nous ne sommes plus, en tout cas les personnes qui sont à cette table, ne sont plus du tout dans ce trip-là. Nous sommes ailleurs. Nous refusons l'enfermement dans le ghetto. Nous sommes des ennemis acharnés de cette tendance à l'intérieur même de la musique yiddish, en ce qui me concerne, et je crois que Talila aussi. Vu le mélange de musique en ce moment, vu la recherche qu'il y a où les gens exhument des folklores, essayent de les réadapter, je pense que le yiddish est en très bonne position dans un avenir immédiat. Même la musique yiddish est en très bonne position. Que Dieu t'entende. Oui, on est moins... Mais je lui en ai parlé d'ailleurs. Dein Namen bleibt über deine Herz tief bei mir. Drei kleine Wörter, gedenk sie geht. Ich bete bei dir, vergess mich nicht. C'est pour toi que je chante cette chanson qui parle de peur, de départ, de séparation. Je voudrais simplement que tu te souviennes de 3 petits mots. Vergess mich nicht. Ne m'oublie pas. Da geht noch mit du, dann das mit. Wehrhaus. Das freut mich sehr. Tina Wartig bin auch. Aber noch spielen lange Jahre. Ich bei Gries da Wabel. A schönen Dank, zusammen gesungen. Lassen wir hoffen, dass es sicher. Au revoir. Ja, die Achtung. Shalom. Ja, et dann da auch gesagt. Oui. Salut. Au revoir, shalom. weil dich lieb ich dich nicht und dein Name wird Tomid heilig sein. Herr, wie mein Herz bett, vergess mich nicht in Leid, in Frieden. Vergess mich nicht, weil ich bin ewig dein Gedenk, geht, wo du wirst sein, vergess mich nicht. Verlass du mich, nimmst du meine Schuhe mit dir, dein Namen bleibt über deine Herzen tief bei mir. 3 kleine Wörter, die Gedanken, ich bete bei dir, vergess